Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis vraiment heureuse de recevoir Félix Radu. Comédien, auteur et chroniqueur, moi je rajouterais poète, Félix a su imposer un ton différent, humble et tellement humain qu'il a vraiment conquis le cœur des Français. Je le reçois à l'occasion de la promo de sa pièce de théâtre Rose et Massimo au théâtre du Petit Montparnasse depuis le 17 septembre dernier. D'ailleurs, tu étais hier soir jusqu'à 2h du matin. Merci d'être là ce matin. Merci à toi de me recevoir. Félix, tu disais sur le podcast de Fab Florent qu'on embrasse, mon métier consiste à échouer continuellement parce que j'ai une forte envie de réussir. Et là, je me suis dit que yes, on allait bien s'entendre. Alors nous, on va remonter un peu loin à la genèse de ton histoire. Et t'as subi un vrai harcèlement scolaire à l'école. Oui. Il faut que j'en parle, bien sûr, sinon le podcast va être très court. C'est toujours un peu... C'est marrant parce que chez Fab, t'étais là, putain, faut m'arrêter parce que tu parles trop. Ouais, non mais c'est un peu comme l'eau froide, les récits d'enfance. Ouais. T'as du mal à rentrer dedans, mais quand t'es dedans, ça va, tu connais. Bon, allez, je vais te chauffer un peu. Ah. Je vais te chauffer. Je vais te chauffer. En restant live parce que oui, ma mère écoute ce podcast. Oh là là. Ouais, quand j'étais gamin, à vrai dire, quand t'es enfant, tu sais pas que c'est du harcèlement. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à en parler. C'était ma réalité, c'était mon quotidien. Et surtout, j'imagine que tu devais te dire très certainement, comme on se le dit à l'époque, ça doit être de ma faute. Oui, c'est ça, c'est de ta faute. Et puis c'est surtout, c'est comme ça que les êtres humains communiquent et fonctionnent. C'est comme ça qu'une relation sociale tient en fait. Je me posais pas la question de est-ce que c'est normal ou pas. En fait, c'était normal puisque c'était et que t'as pas de référent. Donc ouais, quand j'étais gamin, ça a commencé à quel âge? J'ai aucune notion d'âge et de temps. J'étais un enfant. On n'a pas la même manière de compter les années scolaires, en plus en France et en Belgique, mais j'étais un gamin quand je suis arrivé, je devais avoir 6-7 ans. 7 ans, je crois. Ouais, t'étais un petit bibou. J'étais un gamin, quoi, et ouais, je me rappelle juste que un jour, quelqu'un a décidé de pas m'aimer, je sais pas pourquoi. En fait, on m'a changé d'école, et à 6-7 ans, je suis arrivé dans une école, et le gars qui était à la mode a décidé de pas m'aimer. Et c'est devenu une sorte d'institution dans cette cour de récré de lui c'est le nul. Et tout ce qui pouvait m'aider à ne plus être un nul, c'est-à-dire porter des marques, aimer le football, connaître les marques de voitures, tout ça en fait c'était des choses qui m'étaient très étrangères par choix personnel parce que j'aimais pas trop le foot à l'époque, j'étais pas très fan de voitures, et par les choix de mes parents qui refusaient de m'habiller comme un gars à la mode quoi. Je me rappelle par exemple qu'à un moment il y a eu une période où il fallait acheter des cartes Yu-Gi-Oh et porter des maillots de football. Ça, c'est vraiment les deux points essentiels. Enfin, tu te rends compte à l'époque ce qui comptait pour des enfants, c'est lunaire. Et puis c'est universel parce que nous aussi c'était le foot, les cartes Pokémon. À vrai dire, en vérité, ça se dilue avec le temps, mais ça continue d'exister encore aujourd'hui. Même adulte, tu repères certains actes sociaux qui sont bien vus et d'autres non, et ça peut très vite te statuer dans une étape sociale. Enfin, il y a un truc. Donc ça continue. On continue dans une grande cour de récré quand même, je pense. Mais ouais, je me rappelle que mon daron en fait avait accepté de m'acheter un maillot de foot et il m'avait acheté la taille XL. Donc c'était vraiment un maillot qui me servait de robe quoi. Et il avait dit comme ça, on te le rachètera pas chaque année. Oh. Et donc je suis arrivé à l'école tout fier avec mon maillot qui me faisait une robe. Et évidemment, je me suis fait dégommer la gueule et sur le moment, je comprenais pas parce que en plus, aujourd'hui, je le sais, mais j'ai fait un test de diagnostic autistique et en fait, genre, j'ai un spectre autistique. Okay. Ce qui fait qu'en plus, j'avais même pas compris pourquoi ça n'allait pas. Bah ouais, t'avais pas l'école. Regardez, j'ai un maillot. Et le pire aussi, c'est que j'avais choisi la mauvaise équipe. Enfin bref, j'étais vraiment dans une erreur complète, quoi. Donc ouais, j'ai subi un peu de violence physique, morale, harcèlement évidemment sur les réseaux au tout début, les prémices de Facebook, MSN, et puis. Est-ce qu'on peut parler de ton spectre autistique? Bah si tu veux, je m'y connais assez mal parce que je viens d'avoir le résultat et c'est quelque chose qui m'est encore très sombre et très... Toi, ça te fait quoi d'avoir ça? Est-ce que ça valide peut-être des sensations que tu aurais? Est-ce que ça te perturbe au contraire? Je pensais longtemps que en fait j'en avais pas envie et pas besoin de diagnostic. Parce que je me suis dit un peu la phrase de l'homme pâle, pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, c'est trop tard de m'aimer maintenant. Et c'est un peu pareil pour moi en fait, je me suis dit c'est trop tard en fait de vouloir avoir des réponses, fallait les avoir avant pour m'aider à construire ma vie correctement. Là à vrai dire j'en ai pris plein la tronche, j'ai construit une barque un peu bancale mais je suis dessus, je rame, j'ai plus besoin de réponses quoi. Et
au bout d'un moment, je sais pas, je me suis laissé convaincre parce que beaucoup de gens me contactaient sur les réseaux en se reconnaissant dans mon récit et en me disant ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui parle de ça alors que je le traverse. Et j'avais presque une sorte de syndrome d'imposteur de les gars, moi je suis pas comme vous, hein, genre j'ai pas fait de diagnostic. Oh là là, quelle horreur, non, moi non. jamais. Non, mais c'est même pas ça, c'est pas un dénigrant, mais c'est juste, enfin, je me reconnais pas dans votre groupe parce que je ne l'appartiens pas, donc peut-être que je mens, enfin peut-être que je suis pas. Et je me suis dit vas-y, faut que je fasse le test. Et le diagnostic s'est super bien passé. Et en fait, quand le résultat est tombé, contrairement à ce que je pensais que ça me soulagerait, que ça me dirait oh putain c'est ça, ok cool. Et en fait, ça m'a fait sentir mal, je me suis senti triste. Et j'ai encore du mal à dealer avec, à digérer le truc, parce que ça affirme une forme de différence, ça te, et je sais pas, ça m'a fait sentir pas bien, donc j'en parle assez peu, j'en parle assez rarement, parce que c'est quelque chose qui me, je suis pas encore dealé avec, il faut que je comprenne un peu par où ça va, par où ça vient. Moi, j'ai deux petites sœurs, j'ai des parents qui ont divorcé vers 16 ans. Donc le problème était déjà existant bien avant le divorce, et je pense même que moi le divorce je l'ai abordé de manière très positive parce que je pensais déjà à ce moment-là qu'il vaut mieux être heureux seul que malheureux accompagné. Et quand tu vois tes parents s'engueuler dans le salon en faisant semblant que on n'entend rien alors qu'en fait bah t'assistes à tout. Pour moi j'étais bien plus heureux de voir mon père et ma mère, même si bon ils ont pleuré les premiers mois, mais de les voir comment ça s'épanouir chez eux quoi. J'avais un rapport très particulier à mes parents quand j'étais enfant parce que j'avais beaucoup de mal à communiquer, j'avais beaucoup de mal à dire ce qui allait pas et de le dire de la bonne manière. Et je pense qu'eux avaient beaucoup de mal aussi à trouver des solutions et les bonnes solutions. Donc on était dans une sorte de flou. Je vois souvent la métaphore de vraiment deux personnes avec des radios qui trouvent pas la même fréquence mais qui cherchent quoi. Et donc quelque part j'ai envie de te dire factuellement mes parents ont fait que de la merde, mais vraiment ils ont fait que de la merde. Avec beaucoup d'amour. Mais avec énormément d'amour quoi. Ce qui fait que ça a été le fil rouge et même dans les nuits les plus darkness quoi, il y avait ce fil rouge qui nous maintenait même quand ma mère faisait des conneries monstrueuses. Et aujourd'hui je lui dis elle l'apprécie pas, mais vraiment maman je savais qu'elle m'aimait, je savais que mon père m'aimait beaucoup aussi et que c'était juste des grosses maladresses de jeunes gens qui sont devenus parents sans vraiment être prêts quoi, parce qu'on n'est jamais vraiment prêts. Quand j'écoute l'histoire de mes parents quand ils étaient jeunes, je me dis putain c'est fou quand même, vous êtes devenus darons quoi. C'est drôle. Et j'ai perdu le statut aujourd'hui de mes parents, et je vois vraiment des jeunes gens qui ont eu 20 ans, qui se sont aimés, qui se sont retrouvés avec un bébé dans les bras et qui ont dû trouver des solutions. Et mon père a décidé de prendre un taf au supermarché, ma mère a commencé à changer de truc, et de les voir à ce point galérer juste par amour et de vouloir offrir un minimum de confort à leurs enfants ensuite, je trouve ça vraiment charmant. Donc oui, j'ai eu un père très rustre, très maladroit, qui pour lui précepte ancien de un homme c'est viril, un homme c'est fort, un homme c'est solide. Alors oui, quand je disais papa regarde j'ai des bleus, on me frappe, mon père me répondait bah frappe plus fort, on arrêtera de te faire chier, évidemment. Ma mère elle me disait écoute Félix, c'est pas compliqué en fait les relations humaines, tu souris, t'es gentil, si jamais les gens t'aiment pas c'est que tu fais des choses détestables, alors arrête. Et donc toute mon enfance je l'ai passé à me remettre en question, à me dire ok qu'est-ce que je fais qui peut être détestable. Et au fait c'est ce que je dis dans ma chronique, mais au bout d'un moment tu te rends compte que tu ne fais plus rien quoi. Juste exister est un problème et tu te dis ok donc en fait c'est juste le fait que je vive qui crée le souci, donc je devrais peut-être arrêter d'exister. Et donc avant le suicide il existe bien des manières de se suicider hein. Il y a le suicide social, il y a le suicide humain où tu vois plus personne, tu t'enfermes chez toi, t'arrêtes de t'écouter, t'arrêtes d'écouter tes émotions. Tu peux te tuer en étant quelqu'un d'autre aussi. Enfin, donc j'ai essayé plein de choses. J'ai beaucoup fugué de chez mes parents, énormément. J'allais me réfugier chez mes grands-parents. À mesure que les violences augmentaient d'ailleurs, parce que plus tu vis dans une même école, plus les enfants grandissent, plus d'ailleurs ils ont des moyens de te faire mal, et plus leur imaginaire commence à devoir réinventer des choses pour s'amuser, quoi, parce que... Ouais, et puis c'est terrible parce que chaque nouvelle année, on est là, allez, nouvelle classe, nouvelle chance, donc tu donnes tout, et puis en fait, c'est pareil que l'année d'avant, parce que ça s'est transmis, enfin... Bah, alors moi, j'ai pas eu de chance, c'est que c'était tout le temps les mêmes classes, tu sais, c'est les mêmes enfants qui grandissent et qui vont dans la même... Putain. Donc en fait, je les ai retrouvés continuellement, et après, t'as des nouvelles personnes qui arrivent, et puis bon, bah, celles-là, elles sont très vite embarquées dans le... Oui. Et c'est vrai que c'est très amusant, mais c'est que moi toute l'école était au courant qu'il fallait me mettre la misère, quoi. C'était vraiment ça. Et j'ai parfois eu des gens qui venaient me mettre un coup ou une insulte ou une bousculade, et tu voyais très bien dans leurs yeux qu'ils ne savaient pas du tout qui j'étais, qu'ils savaient pas du tout pourquoi il fallait le faire, mais que c'était amusant parce que c'était autorisé, quoi. Et c'est juste bon, c'est non, pas. J'ai envie de faire des non, câlins. Mais
Je pense que c'est juste quand on est enfant, on a beaucoup de violence en nous parce qu'on découvre le monde, parce qu'on n'est pas d'accord avec nos parents, parce qu'on a l'adolescence qui est en train de nous ruminer à l'intérieur, et savoir que c'est autorisé d'exprimer cette colère sur quelqu'un, en fait, c'est pas moi. Enfin, je le prends pas pour moi, je le prends juste comme j'ai porté le symbole de allez, balance ta haine, t'iras mieux demain, quoi. Ouais, ça tu l'analysais déjà. Ouais, enfin, il faut pas le prendre pour. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, je le prends pas pour moi. Sur le moment, je le prenais pour moi, mais aujourd'hui, je me dis vraiment, c'était pas contre moi. Enfin, je faisais rien de détestable. Et en vérité, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes-là, si je les recroisais dans la rue, on serait très heureux de boire une bière et on pourrait devenir amis. C'est juste, ils avaient besoin d'exprimer tout ça. Et bon, bah, c'était autorisé de le faire sur moi, alors ils le faisaient. C'est fou parce que ces trucs-là, à mon sens, ça reste plus ou moins à vie. En tout cas, il y a quelque chose de soi qui ne changera pas. Est-ce que toi aussi, maintenant, quand tu te fais des copains, à chaque fois, ça t'émerveille un peu de te dire, putain, c'est facile, il m'aime bien. Moi, je suis devenue quelqu'un de très sociable et je te jure qu'à chaque fois, je suis étonnée. Ouais, bah, pareil, un peu, mais je garde des séquelles aussi négatives, tu vois, pas que positives. Évidemment, tu t'émerveilles quand t'as un ami. Et puis pour toi, l'amitié, il y a rien de plus essentiel et important. Enfin, moi, en tout cas, je donne tout à mes amis parce que j'ai toujours un peu l'impression que je les mérite pas ou qu'ils vont partir ou qu'ils m'aiment pas. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, j'ai la conviction d'être détestable, ce qui fait que je fais toujours un peu trop, quoi. Je suis toujours un peu too much. Et ouais, je garde des séquelles. Enfin, étrangement, j'ai aucune jalousie en amour. Je peux avoir de la jalousie en amitié, quoi. Ah. Je peux ressentir une forme de trahison, de détresse si jamais mon ami décidait, pour une quelconque raison, tout à fait légitime, d'aller boire un verre avec quelqu'un d'autre. Je dirais, mais pourquoi tu m'invites pas? Oui, non, en fait, c'est abusé. Enfin, c'est un gros connard. Non, mais pas du tout. Non, mais et évidemment, j'ai travaillé là-dessus. Puis aujourd'hui, genre, c'est carrément inexistant. Mais j'ai repéré des séquelles de ce harcèlement sur l'estime que j'ai de moi, continuellement, de baisser la tête, de m'excuser, d'avoir peur de pas mériter l'amour ou qu'il s'en aille. Et ouais, tu le disais et je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, parfois, écouter les gens raconter leur expérience, ça te fait réaliser des trucs sur toi auxquels t'aurais jamais pensé. Et quand tu dis, souvent, je m'excuse d'être là ou de parler ou de machin, je me suis dit, oh, mais moi aussi, j'ai ce trait de caractère. Oh putain, c'est hyper intéressant en fait, ce truc-là. De ta place, tu l'as acquise à force de labeur, de taf et de beaucoup de talent. Et pourtant, il y a toujours ce petit truc qui reste, quoi. Oui. Et je suis terrifié par les cours de récréation aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Les enfants me font beaucoup plus peur que les adultes, alors qu'il pourrait y avoir des gros bourrins moustachus avec des queues de billard, là, tu sais, des énormes motards. Ils me font pas très peur, enfin, je les trouve même plutôt touchants. Mais les enfants, ça me terrifie, quoi. Je suis toujours très mal à l'aise quand je passe dans les cours. Vraiment, il y a un âge spécifique où les garçons me font... je suis pas à l'aise. Et pourtant, j'étais animateur, donc j'ai animé des enfants, mais ils savaient pas qu'ils pouvaient me retourner, mais ils auraient pu me faire une prise de judo, j'aurais rien dit. J'aurais dit pardon, voilà ma collation, vraiment. Toi, tu pourrais pas habiter dans ma rue parce que j'ai 2 écoles. Ah ouais, non. Ça, rien que le bruit des enfants qui jouent dans un cours de récré, là, ça me met parfois quelques sueurs froides. Ouais. Après, je pense vraiment, pour être honnête, qu'il y a des gens qui ont subi des violences bien pires, parce que genre j'ai eu l'occasion d'échanger avec et vraiment, je me dis quand même, il y a des gens qui manquent pas de culot, quoi, qui sont très violents. Moi, c'était davantage humiliant que dangereux pour ma santé, quoi. C'était davantage des coups symboliques, tu vois. C'était des coups de poing, des coups de pied, des coups de genoux, mais rien qui puisse me briser les os. Alors oui, 2-3 fois on m'a menacé au couteau, mais enfin, c'était oui, mais t'es adorable et hyper bienveillant en essayant de comparer ton histoire aux autres, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que ton histoire elle est pas légitime. Mais c'est adorable de réagir comme ça, mais merde. Ouais, je sais pas, peut-être c'est parce que le temps éclaircit les souvenirs, mais même les choses les plus violentes, en vrai, je les regarde et je me dis, et j'ai même presque des fous rires, même si c'est malaisant, mais je me rappelle que plusieurs cours de récréation, ils adoraient jouer au football et moi j'aimais pas ça. Donc quelquefois, parce que mes parents m'y obligeaient, j'essayais d'y aller. Ouais. Donc j'étais le dernier choisi, bien sûr. J'étais le dernier choisi en équipe. Et le concept, en fait, pour me choisir dans leur équipe, puisque j'étais nul, c'était de m'attacher les mains avec une corde à sauter dans le dos, et en gros de me mettre au goal. Et le concept, c'était que chaque chef d'équipe devait shotter en penalty sur moi, et le premier qui me touchait à la tête, en fait, me donnait à l'autre équipe. Et l'autre équipe, du coup, avait un goal main liée.
Et les points n'étaient pas quand ça marquait, mais c'était quand ça me touchait. Et vraiment, c'était des parties d'horreur parce que, enfin, j'en prenais plein la tronche et puis j'aimais pas ça. Mais quand je rentrais à la maison, j'étais fier parce que je m'étais fait des copains. Vraiment, c'est d'une tristesse monumentale. Genre, je revenais, j'avais des bleus, j'étais déchiré, j'avais mal. J'étais putain, je suis trop fier de moi. Et je rentrais vraiment voir mes parents en mode, aujourd'hui, c'est trop bien passé. Je me suis fait des copains de ouf. Et en fait, j'étais juste teubé quoi. Et en plus, j'en redemandais parce qu'à la fin des cours, je prenais mon vélo et je savais qu'ils allaient se rejoindre dans des endroits et j'allais les rejoindre. Et je prenais des critiques, je prenais des insultes, ils me regardaient à peine, ils roulaient ensemble. Enfin, et moi, je les suivais, j'étais trop refait. Enfin, pour moi, c'était ça, avoir une bande de potes quoi. Et puis après, bon, j'ai eu de la chance, c'est que dans cette cour de récré, il y avait plein d'enfants qui habitaient dans mon quartier et avec qui, genre, mes parents avaient des affinités. Ce qui fait qu'en fait, c'était mes amis, enfin, je pense. Ils venaient à la maison avec leurs parents et ils montaient avec moi jouer à la console et ils étaient doux, intelligents, gentils. Enfin, on échangeait des cartes Pokémon. Enfin, il y avait quelque chose. Mais à la cour de récré, c'était on ne se parle pas. Tu ne m'adresses pas la parole, tu ne me regardes pas et on ne se connaît pas. Et en fait, c'était un deal qui n'a jamais été dit, mais que j'ai toujours compris et que j'ai toujours respecté. Par respect pour eux, parce que je savais que je pouvais les mettre dans la merde. Enfin, j'avais pas envie de. Enfin, déclarer mon amitié pour eux, c'était comme leur mettre des coups de poing dans le bide derrière. Enfin, il y avait quelque chose de. Ouais, tu respectais cette partie-là, quoi. Donc ils me frappaient et je voyais bien dans leurs yeux désolé frère. Enfin, tu sais, c'est le moment où je dois te mettre un coup de poing. Bon, et on y va, on n'aime pas ça tous les deux. Toi, t'es là, j'ai passé un super après-midi. Tu te manges un bon coup de poing dans la gueule et t'es putain, c'est sympa, il a frappé moins fort. Enfin, vraiment, et tu te rattaches à des conneries, mais tu te dis putain, vraiment, c'est un chic type. Il m'a vraiment frappé pas fort. Et pareil, je sais pas si c'est intéressant, en vrai, on coupera si jamais ça l'est pas. Non, mais ça me brise le cœur, d'entendre ça, tu sais, tu vois le Félix très grand, la barbe, un adulte, la beubare et tout. Et genre, je vois un petit garçon à qui j'ai envie de dire, t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer par la suite, quoi. J'avais pas de fantasme de futur parce que je m'imaginais pas grand, je m'imaginais pas barbu, enfin. Donc en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste une continuité de ce que j'ai fait hier, j'étais dans ma chambre, j'étais petit, j'écrivais des choses parce que du coup j'avais des choses à raconter. Je les ai lues à mes copains pour les faire rire et un jour on m'a dit tiens, viens les lire sur le plateau, ça va faire rire plus de gens. Et me voilà aujourd'hui devant ton micro. Donc j'ai pas eu de fantasme d'avenir et je continue de pas trop en avoir, à vrai dire. Mais c'est peut-être pas mal du coup. Toi, t'es dans l'instant présent. Je pense qu'on a un peu tous à gagner d'être un peu plus comme toi. Le théâtre, c'est quelque chose qui est venu justement parce que tout départ, tu cherchais à te faire des copains et puis tu t'es dit que c'était quand même vachement sympa et que t'avais peut-être quelque chose à faire là-dedans. C'est même pas ça, parce que ça aurait été prémédité, tu sais, il y aurait eu un truc de je vais faire du théâtre pour avoir des copains. Non, mais ça, c'est mon côté journaliste, tu sais, j'aurais écrit un peu la phrase, je mets un petit peu de storytelling. Non, oui, mais non, en fait, je connaissais pas le théâtre. Enfin, si, j'allais au théâtre avec ma maman de temps en temps, mais ça me paraissait être une sorte de chose qui a toujours été là. Enfin, pour moi, il y avait des comédiens qui nous animaient la vie, et puis il y avait nous, les êtres humains, pauvres et malheureux. Et j'écrivais des choses pour plaire aux filles dont j'étais amoureux. C'est comme ça que ça a commencé. En fait, j'étais très timide, donc je traînais énormément sur les chats, Skyblog à l'époque, sur Adosquat à l'époque aussi, et je rencontrais des gars, des meufs. Et en fait, c'était là les principales amies que j'avais, les principaux amis que j'avais. C'était après j'en ai eu 2-3 dans la cour de récré. Il faut leur rendre leur existence. Et donc j'étais sur internet et j'écrivais des longues lettres aux filles que j'aimais. Et puis on parlait sur MSN et tout. Et elles me valorisaient beaucoup ces filles-là sur mon style. Elle disait putain, j'adore quand tu m'écris des belles lettres. Oh, j'aime quand tu m'écris des poèmes. Et ça me gonflait. Et c'était les seuls endroits où on me valorisait. On me disait putain, c'est bien ce que tu fais. Et donc en fait, je passais des nuits entières à réfléchir à comment écrire quelque chose de mieux le lendemain. Et c'est comme ça qu'est né mon amour de l'écriture. En fait, c'est que j'aime pas tant l'écriture, mais j'aime énormément ce que ça provoque parfois chez les gens que j'aime. Et je me donnais du mal pour être le petit poète du groupe, quoi. Et ça a démarré grâce à mes correspondantes, que d'ailleurs, pour la plupart, je n'ai jamais vues. D'ailleurs, j'ai un retournement de situation incroyable que j'ai appris il y a une semaine et que tu vas être la seule à savoir, du coup. Oh, j'adore! Incroyable! Un cliffhanger! Ouais, c'est clair. Non, mais en gros, la toute première personne dont j'ai été fou amoureux, c'était une correspondante qui s'appelait Enora Godot. Ok. J'en étais fou amoureux chez tout petit. Et on parlait beaucoup sur Internet. Elle avait un amoureux à l'époque qui s'appelait Camille. Et elle m'a fait découvrir League of Legends, enfin bref. Et on jouait ensemble des soirs entiers, on parlait des nuits entières par MSN. Et c'est elle qui, la première, m'a dit,
tu sais qu'il y a quelque chose à jouer dans l'écriture, t'écris vraiment très bien et je lui écrivais des longs poèmes, des sketchs et des bouts de sketchs qui sont d'ailleurs dans mon seul en scène aujourd'hui. Enfin vraiment, non. ça a été la base. Putain, et j'en étais fou amoureux. Et bon, la vie a fait que elle avait un copain, donc ça s'est jamais déclaré, je l'ai jamais dit. J'étais trop timide et puis la vie sépare. Et il y a 2-3 semaines, j'ai une réminiscence de ça. Je me dis mais my God, Enora Godo quoi. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle est devenue, à quel point elle est encore belle. Et je la cherche et je ne la trouve plus. Donc j'envoie un message à ce Camille en disant gros, on joue à League of Legends. Tu le connaissais lui aussi. On avait échangé un peu en jouant à des jeux. Tu m'étonnes d'avoir pas déclaré ta flamme. Non, de toute façon j'étais trop timide et puis enfin c'est juste un amour platonique. Il y avait quelque chose de, c'était mon idéal féminin et puis il était loin, enfin bref. Et donc je contacte Camille, je dis salut Camille, tu sortais avec une certaine Enora à l'époque, je sais pas si tu te rappelles de moi. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'elle devient, est-ce que tu aurais son numéro? Et Camille me répond assieds-toi, elle n'existe pas. Quoi? Et en fait, Enora Godo, c'était un catfish. Oh non! C'était un faux compte. C'est pas vrai! Mais c'était qui derrière ce faux compte? Il m'a dit qu'il savait pas. Il m'a dit, en gros, je sortais avec un catfish aussi parce que j'étais timide, je parlais avec elle. Et en fait, un jour, il y a un gars qui l'a contacté en disant, toi aussi tu sors avec Enora Godo? C'est pas vrai. Et en fait, le mec a craqué son mot de passe, il s'est connecté et elle parlait avec plein de gars avec qui elle sortait dans différents pays. Et on sait pas qui c'est. Donc ça tombe, c'était Jean-Charles, Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est ouf. Ah, c'est incroyable. Parce que ce gars ou cette meuf, je m'attendais pas du tout à ça. Mais moi non plus. Moi non plus. Ce qui fait que ce gars, cette meuf, j'en sais quel âge, cette personne a parlé avec moi des nuits entières. C'est hyper mais des nuits entières. Et il a lu tous mes poèmes. et elle m'a dit, c'est formidable, continue. Mais hyper bienveillant en plus. Oui, et puis, enfin, j'ai jamais rien envoyé de, tu vois, c'était doux. Enfin, tu sais, c'était vraiment gentil, quoi. À quoi bon? Pourquoi? Quel est le... Putain, c'est dingue. Je pensais que t'allais me dire, en fait, Camille qui dit, en fait, c'était moi depuis le départ. Non, c'était quelqu'un, quoi. Et alors, est-ce que c'était une jeune fille qui se trouvait pas assez jolie et qui du coup mentait? Est-ce que c'était un garçon? Est-ce que c'était un mec loin? Un nombre de mecs pas possible, en tout cas. De toute évidence, elle entretenait des correspondances avec ouais. Et incroyable. Donc lui, il l'a très mal vécu puisqu'il sortait avec. Donc il a pris un psy et il m'a dit c'était une phase assez sombre de sa vie. Je peux l'entendre. Et moi, je suis tombé sur mon cul. Donc là, ça fait une semaine que je suis en train de digérer le fait que peut-être ma carrière a démarré parce que quelqu'un a voulu... Jean-Michel Ivoire. Jean-Michel Côte d'Ivoire qui a voulu être sympa. Et toutes les fois où elle me demandait mon PayPal, je comprends mieux. Non, jamais, horrible. J'ai de la chance, elle l'a jamais pris. Non, mais c'est fou parce que toi, t'as confié le truc le plus intime de toi-même. Mais ce que je trouve vraiment fou, c'est qu'elle a été reçue avec énormément de douceur et de bienveillance parce que je me suis confié sur beaucoup de mal-être vers mes parents, vers l'école. Et enfin, c'était vraiment accueilli avec beaucoup de compréhension, avec des vrais conseils qui m'ont aidé. Enfin, donc, je ne sais pas qui est cette personne. En même temps, j'ai envie de dire, mais quelle connasse, mais en même temps, je vais dire, merci. Ouais, c'est très ambivalent, en fait. Ouais, parce que j'ai aucune chose à regretter, tu vois, j'ai même pas été dans une relation ambiguë où elle me demandait des photos. Oui, ça aurait été ça aurait été ultra bizarre. Non, c'est vraiment, j'avais une correspondante que je trouvais trop belle, qui n'existe pas. C'est dingue. Et j'ai encore du mal à... Enfin, je me rappelle à l'époque, je me disais même, putain, un jour, je voudrais appeler mon enfant Enora, parce que genre... Incroyable. Non mais ça, vous êtes horrible les gars, le nombre de fois où je tombe sur des TikTok de meufs qui disent mon ex vient d'appeler son enfant comme moi et tout, mais vous êtes des gros malades. Mais non, c'est parce que c'était le premier, tu vois, le premier ébauche d'amour. Attends, Enora Godo? Godo, ouais. Oh putain, viens, on part à la chasse au trésor à Enora Godo. Non mais il a retrouvé la vraie fille de la photo, Camille. Et il l'a contacté et la meuf habite Bruxelles, elle a quitté les réseaux parce qu'elle se faisait souvent voler ses photos en fait. Oh bah putain. Et apparemment elle était très sympa et il m'a dit c'était trop bizarre de parler avec quelqu'un dont t'es amoureux et en fait c'est pas elle. Enfin c'est. Oh là là. Et le gars, la meuf, le truc, on sait pas, hein, mais apparemment bon ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt toxique, enfin en tout cas à l'époque donc. Tu te rends compte le taf que ça demande? Ah ouais. Genre l'énergie. T'as 15 cums à qui tu dois dire salut bébé, comment ça? C'est ouf. Et après on jouait à des jeux et tout donc enfin puis je passais des nuits entières à parler donc vraiment. C'est surprenant. Hein. Cliffhanger de ouf. Faites attention à vous, les amis. On sait jamais qui se cache derrière un PC. Moi, depuis, ça m'a calmé. Alors, je fais plus confiance à personne. Et c'est la belle leçon du jour. Ne faites confiance à personne. Nous, on aime bien ici parce que c'est optimiste. Mais alors, raconte-nous donc cette Enora, c'est le début de l'écriture. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais ça va un peu plus loin parce que
je vais reciter tout Fab Florent. Mais en même temps, t'as raconté toute ta vie dessus. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu parles de ce moment où toi, t'es dans un lycée pro-architecture, c'est ça? Option architecture? C'est un lycée d'artisanat, donc il y a plusieurs options d'artisanat. Il y a confection, artisanat, horlogerie, il y a menuiserie, il y a architecture, il y a art plastique, et il y a art de la parole. Et il y a art de la parole. Et tu tombes pas dans la bonne classe parce que tu les regardes de loin et tu dis ça a l'air comme vachement sympa. Et le truc qui est cool, c'est que tu te fais pote avec eux et à la base c'est pour avoir des potes. Ouais, c'est même pas pour avoir des potes parce que je suis pas en recherche d'amis, mais c'est eux qui me paraissent les plus sympas, les plus beaux, les plus intelligents. Il y a une sorte de coup de foudre amical qui s'est fait vraiment très spontanément parce que je suis arrivé dans cette école et effectivement mon père m'avait tendu le catalogue en me disant où veux-tu aller, et j'ai repéré art de la parole mais j'ai pas osé, enfin je me suis dit c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis trop timide. Et mon père m'a dit de toute façon t'as pas d'ambition, on va te mettre en architecture, au moins tu seras utile. Et j'étais en architecture, au bout de 3 mois mes parents ont été convoqués, on leur a dit écoutez votre enfant il est bien sympathique, il est un peu bête donc on n'en fera pas un architecte, peut-être c'est bien de le virer vers quelque chose d'autre. Donc on m'a glissé dans art graphique et puis après on m'a glissé en art plastique. Et en art plastique, pareil, en fait, j'ai été créatif, mais j'étais un peu toujours dans mes pensées, un peu à côté des instructions. Ça demande beaucoup de technique, l'art plastique, contrairement à ce que certains pensent. Et donc, on a reconvoqué mes parents au bout de 6 mois en leur disant, écoutez, les gars, il est bien gentil, votre enfant. C'est pas un artiste. Et ça s'invente pas. Enfin, on doit choisir ça par passion et pas par dépit en plus. C'est clair, mais après quand t'es un enfant, tu sais pas trop. Enfin, tu dois explorer. Donc je suis content d'avoir exploré ça parce que ça m'a permis aussi de découvrir. Et puis même si j'étais pas doué entre guillemets, bah j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à découvrir des choses, à voir des enfants s'épanouir là-dedans parce que dans ma classe il y avait des gens qui étaient clairement faits pour ça. Et moi j'ai beaucoup de passion pour les gens passionnés quoi. Et même si j'étais nul, bah de les voir comme ça, en train de dessiner dans leur monde, ça m'a beaucoup plu et beaucoup inspiré. Et le hasard a fait qu'un jour, c'était un cours de sport, donc j'étais tout seul, j'avais pas encore d'amis, c'était le tout début. Il faut faire des matchs de badminton et j'ai pas d'amis, donc je sais pas où aller. Et je vois qu'il y a un groupe de 3 qui jouent, donc il y en a un qui est tout seul dans son côté et je m'approche un peu timide et je dis excusez-moi, ça vous dérangerait de jouer avec moi? Et je les vois tous les 3 se retourner et me dire bah oui, genre. Wow. Qu'est-ce que t'attends? Prends ta raquette, gros. Mais vous êtes sûr? Oui, et vraiment, un peu, chaque a pris l'eau chaude, mais t'y vas un peu en mode, où est le piège? Genre, vous allez faire exprès de m'envoyer le volet dans la tronche. Enfin, il y a vraiment... À quel moment la corde à sauter entre en jeu? Vraiment, ça peut paraître une blague, mais c'est vraiment ce qui m'a traversé l'esprit, c'est quand ils m'ont dit oui, je me suis dit, où est le piège? Genre, vous allez m'envoyer vraiment le volet dans la tronche, vous allez mettre des coups de raquette. Et ils m'envoient le volet, et c'est très sympathiquement envoyé. Parce qu'ils ont pas, enfin, je vois qu'ils font en sorte de m'envoyer de temps en temps la balle pour que je joue, et à la fin du cours, moi je rends la raquette et je me dis ok, j'ai eu mon moment comme d'habitude, tu vois, je vous adresse plus la parole. Et c'est eux qui arrivent et qui m'attrapent par le haut du cou et qui me disent hey, où tu vas? Et maintenant on est amis. Et comment ça on est amis? On va manger ensemble, on a plein de choses à se dire. Et ils étaient tellement expansifs, tellement déclarants d'amour. Enfin, il y avait quelque chose d'épanoui. Ils étaient gentils, quoi. Et ça m'a brutalisé, mais dans le bon sens. Ça m'a vraiment ouvert tout un pan d'humanité. Je me suis dit, ah oui, c'est ça, un être humain, quoi. Et c'est à ça que je veux ressembler, en fait. Je veux être inclusif. Je veux ouvrir des portes aux gens. Je veux être gentil. Et ils étaient drôles, ils étaient inventifs. Et en fait, tout était continuellement une pièce de théâtre. On mangeait, ils faisaient parler les frites. Enfin, il y avait quelque chose de... Génial. Et j'étais au cinéma, j'étais au théâtre, je me rappelle vraiment de ma timidité, assis devant eux, en train de se taper des barres parce qu'ils faisaient « Mais monsieur la patate !»« Oh non !» Puis il y en a un qui se levait sur la table, alors le dirigeant venait « Non, rasseyez-vous !» Et j'étais là dans une série télé, quoi. Et je suis rentré chez moi, le cœur émerveillé, j'ai pas dormi de la nuit, je me suis dit « Mon Dieu, j'espère qu'il sera encore là demain. » Et le lendemain, ils m'attendaient devant l'école, et en fait, ce sont devenus mes meilleurs amis, et ils m'ont appris à être un comédien, ils m'ont appris à être un être humain, ils m'ont appris à être en vie, en fait, ils m'ont tout appris, quoi. Aujourd'hui, chacun a fait sa vie, mais je pense qu'on a encore énormément d'amitié les uns pour les autres. Et ils ont été déterminants dans ma vie. Je pense que sans eux, vraiment, mon existence serait pas la même. Ouais, ils t'ont montré ce que c'était une certaine forme de normalité dans l'amitié, dans ce que devraient être les rapports humains. Toi, t'étais tellement pas habitué à ça que t'as trouvé ça bizarre et incongru. Ouais,
Bah c'était, en fait, ils étaient complètement anormaux, mais c'était ma normalité à moi. Ils anormaux étaient même, je crois. anormaux, Non, oui, je pardon. crois. Ouah, je fais des grosses fautes, hein. J'hésite. Ok, Non, mais moi, j'en fais ok. tellement aussi, s'il te plaît. C'est pas grave, je fais des fautes et je l'assume. Ils étaient complètement anormaux, ouais, mais ils étaient normaux pour moi. Et puis, c'était une belle anormalité. C'était quelque chose d'assumé, quelque chose de bienveillant, de positif, et j'ai eu envie d'être comme eux. Donc, j'ai proposé à ma mère de m'inscrire dans leur option parce qu'il y avait un examen d'entrée pour celle-là. Ma mère m'a dit, n'en parle pas trop à ton père, on va le faire. Et j'ai le passé, j'ai été reçu. Donc je l'ai annoncé à mon père qui l'a pris plus ou moins bien. Il m'a dit bon, bah va faire le comique, on verra, tu vois, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, on a convoqué mes parents. Donc mes parents sont encore une fois. Et mes professeurs étrangement leur ont dit votre enfant a quelque chose de particulier. Wow. Ça arrive très rarement. Et je pense qu'il va falloir en prendre soin parce que vraiment en tant que professeur, on en voit rarement passer des enfants comme ça. Il a quelque chose à jouer. Et mes parents sont rentrés vraiment. Ouais. Chérie, ouvre le champagne. Oh, c'est trop mignon. Et vraiment, je me rappelle de mes parents qui étaient très dubitatifs au début sur mes scènes parce que je jouais à l'école et puis j'ai commencé à écrire, à vouloir aller participer à des scènes ouvertes en dehors, dans des cafés de la bière, dans des festivals un peu saugrenus. Donc mes parents y allaient un peu à dubitatifs en mode bon, on va l'accompagner faire le comique. Et au bout d'un moment, ils décroisent les bras, au bout d'un moment, ils prennent une chaise, au bout d'un moment, ils écoutent les remerciements, les félicitations. Et j'ai souvenir qu'on avait fait une grosse date qui n'était pas du tout prévue au théâtre de Namur, donc dans ma ville d'origine, c'est une salle de 600 places, impossible à remplir. On a réussi à la remplir par je ne sais quel moyen. Et mon père et ma mère étaient dans la salle et je me souviens du regard de mon père qui m'a dit « Ok, genre il y a 600 personnes qui viennent t'applaudir et il y a une sorte de grande réception à la sortie de ce spectacle et mon père prend sa coupe. » Il met un pied sur une chaise et dit je suis son père et j'ai jamais lu un livre. Voilà. Et c'était comme une sorte de confirmation de bon bah voilà, papa est fier quoi. Oh, tellement fier. Et depuis ce jour, mes parents sont mes plus grands fans, ils m'accompagnent partout, ils me soutiennent de ouf, ils s'impliquent énormément, c'est devenu le deuxième métier de ma maman. Enfin, il y a vraiment je suis parti de zéro, mes parents étaient contre et aujourd'hui bon, ils sont pour et c'est formidable. Donc on remercie ces professeurs tellement bienveillants d'avoir vu quelque chose en toi et d'avoir dit protéger ce gamin. C'est clair, heureusement, parce que c'est professeur de théâtre et puis pareil pour merci de m'avoir appris ce qu'était le théâtre, enfin ma définition de ce qu'est devenu le théâtre, parce que je remarque que quand je suis arrivé à Paris, par exemple, des enfants n'ont pas du tout la même définition du théâtre que moi. Moi, je vois ça vraiment comme étant un artisan du coup, parce qu'on est dans une école d'artisanat, c'est quelque chose de très humble. Même si on est dans la lumière quelquefois, il faut les mains dans la gadoue. Il y a t'es jamais qu'un gars qui écrit des trucs et qui doit les porter. Enfin, un comédien, pour moi, c'est vraiment un artisan du vide, quoi. Il y a. Et à Paris, c'est quoi la définition ? À Paris, c'est beaucoup plus prétentieux. Il y a une sorte de branlette intellectuelle. Oh, ça m'agace. Puis il y a des stars qui sont des stars sans projecteur. Enfin, il y a. Moi, j'ai vu des jeunes comédiens qui étaient reçus en classe libre au cours Florent et qui se sentaient plus volés, quoi. Ils marchaient plus, ils étaient hors sol. Oui, ils ont encore rien fait, ou alors ils s'attribuent le génie des autres. Enfin, il y a quelque chose de je joue Molière. Oh, oui, gros, mais Molière, tu ne l'es pas. Donc, enfin. Et puis le théâtre, c'est pas juste moi et ma sensibilité qui me fait du bien sur un plateau et je suis applaudi. Pour moi, c'est un travail, donc ça demande des heures de diction, d'orthophonie, d'histoire du théâtre pour t'enrichir, lire énormément. Et puis justement, si tu prends trop de place, il y a plus de place pour le personnage, il y a plus de place pour les gens. Et je le dis dans Rose et Massimo, et c'est une définition que moi je garde, même si peut-être elle est fausse, mais il me semble, en tout cas, il y a une légende qui veut que les applaudissements, en fait, ce sont pas des remerciements. Les gens avant n'applaudissaient pas pour dire waouh, bravo, t'es une star. Il me semble qu'en Grèce, en fait, les gens portaient tellement des textes forts, des textes violents, des tragédies grecques, que quand ils sortaient de plateau, ils étaient tellement rincés, tellement habités par ce qu'ils venaient de jouer, qu'on applaudissait presque pour les réveiller, pour leur dire, c'était un acte de revient à la réalité, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Et moi, je garde un peu ça. Donc, les applaudissements, il y a des gens qui s'enorgueillissent un peu de je me fais applaudir, j'ai envie des rappels, alors que moi les applaudissements, je le prends vraiment comme un allez, on retourne à la réalité maintenant. Il y a tu vois, ça te fait redescendre dans ton truc. Et une fois que t'es redescendu, c'est merci beaucoup, c'est bon, tout roule. Merci beaucoup d'avoir été là. Enfin, je laisse rarement applaudir longtemps. Moi, même au niveau des oreilles, comme je suis très sensible au niveau des bruits, ouais, bien sûr. Mais donc il y a très peu d'espace finalement pour se flatter l'ego quand t'es artiste. Enfin, les gens qui t'aiment et qui t'envoient de l'amour, ça passe à côté parce que ça ne c'est pas totalement à toi que ça s'adresse à une sorte de projection qu'ils ont fait de toi. La haine, ça doit être pareil, même si je le prends pour moi pour le coup. Mais donc vraiment, je suis très heureux que ces professeurs
mais communiquer cet amour de l'artisanat, cet amour de l'ombre et de bosse en silence, et le succès se chargera du bruit. Il y a quelque chose de d'humble. Et d'ailleurs, ma professeure de théâtre me le répétait tous les cours. Elle me disait humilité. C'était vraiment la leçon. Et j'espère l'avoir inculqué, j'espère l'avoir gardé. Oui, je crois que tu l'as. Vraiment, s'il y a un truc sur lequel je sens que j'ai pas de doute, c'est ça. Bah, j'espère. Mais c'est beau parce que du coup, tu laisses la place à plein d'autres belles choses parce que ça prend tellement de place, l'ego, le côté un peu narcissique, que souvent ça vampirise tout, ça bouffe tout autour, quoi. Oui, bah j'en connais plein malheureusement qui n'ont pas réglé cette question et qui se placent et qui ont besoin de ça pour se dire c'est bon, j'existe, c'est bon, j'ai de la valeur, et en même temps ça me chagrine autant que ça me touche. Ouais, parce que souvent c'est pour combler un vide énorme de besoin d'être aimé, etc. Ça se ressent fort, hein, de toute façon. Mais remarque que quand tu laisses toute la place à ça, t'es beaucoup moins créatif, t'as beaucoup moins d'imaginaire, c'est tellement centré sur toi que du coup, tu fais pas grand chose avec ça. Oui, puis tu te fourvoies d'ailleurs, parce que si t'as ton échelle de valeur, en fait, t'es au-dessus. Bah, tu vas penser, par exemple, qu'écrire un mémoire sur toi, ça va être très intéressant, alors qu'au final, qu'est-ce qu'on s'en bat la race? Bien sûr, j'en connais des gens qui sont en train d'écrire leur vie, tu vois, leur histoire. Ah ouais. Alors que, tu vois, parfois ils ont 20 ans, parfois, bon, ils sont plus âgés, mais, oui, mais bon. T'as envie de dire, y a moyen de se raconter sans parler de soi, enfin, je pense. Après, évidemment, il y a des choses personnelles qui peuvent toucher plein de gens, mais. Ouais, tu dis ça à une nana qui a un podcast. Alors moi, j'aime bien quand les gens se racontent et parlent de ça, mais j'entends ce que tu veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est, il y a moyen de, enfin, là, c'est pas la même chose, c'est qu'on est dans un podcast, donc évidemment, c'est le lieu pour ça, mais sur un plateau, sur une scène, il y a tellement d'histoires à raconter. Dans un livre, dans de la littérature, il y a tellement d'histoires à inventer, où tu vas parler de toi, évidemment. Tu peux parler de ta peur de mourir, tu peux parler de ta peur d'être abandonné, du manque de tes parents, j'en sais rien, mais de l'ajouter à quelque chose qui te surpasse, à quelque chose qui te dépasse, et penser que tu suffis, moi, c'est en tout cas, c'est pas quelque chose qui me parle. J'ai pas la sensation de suffire. En tout cas, moi, j'ai besoin toujours de m'inventer, de m'ajouter des qualités, ou du moins de les exacerber. Enfin, j'ai besoin d'être un surmoi, quoi. D'être sur moi. La littérature, ça doit m'amener au-delà de. J'adore. Et dis-moi, je me pose une question. T'en parlais tout à l'heure, t'as beaucoup d'angoisse, un peu comme tout le monde, hein, je te rassure. Oui, j'imagine, ouais. Paris, c'est quand même pas la vie la plus détente qui soit. Est-ce que ça te fait du bien de monter sur scène et tout d'un coup d'avoir le droit d'être quelqu'un d'autre? Oui, ça me soulage. Encore une fois, j'ai le même rapport à l'écriture qu'au jeu. J'en ai besoin. J'ai besoin d'être sur un plateau parce que ça m'offre une sorte de bulle d'oxygène. Ça fait taire les angoisses sociales, quoi. J'ai toujours peur de parler trop. J'ai toujours peur de parler à côté, d'être bizarre, de m'imposer. Et le plateau, justement, c'est un endroit où tu peux pas t'imposer. Parce que par définition, les gens viennent et payent pour t'écouter. Donc il y a un contrat social qui veut que tu peux parler, gars. T'as une heure où les gens sont là pour ça. Puis tu sais que ce que tu vas dire, ça va être intéressant parce que tu l'as longuement ruminé, tu l'as longuement écrit. Donc ce que tu vas dire va être intéressant. Du moins, tu estimes qu'il va être intéressant. Donc tu t'en voudras pas de l'avoir dit. Et tu peux pas être trop, parce que trop au théâtre, c'est jamais assez. Justement, crie, pleure, bave, hurle, transpire. Soit brûle, enfin il y a quelque chose de donne, soit généreux, un peu à la Jacques Brel. Trop, c'est jamais assez au théâtre. Après, il faut canaliser, il faut rendre ça malin, il faut rendre ça futé. Ça, c'est le travail d'artisan dont tu parlais. Bien sûr, il faut le tailler, il faut l'aiguiser, mais trop, c'est jamais assez. Plus tu donnes sur un plateau, plus justement ça va être formidable parce qu'il va y avoir matière. Donc, moi, j'aime le théâtre. Oh pardon, je te coupe. Je suis en train de me dire c'est vraiment trop joli parce que ce qui a fait ta différence et elles vont vachement bien, mes lunettes. Astigmate, hypermétrope, si tu te poses la question. Mais tu me vois plus. Si, je te vois bien. C'est juste que, tu sais, je suis fatiguée devant l'ordi et tout. Non, parce que Félix vient de me piquer mes lunettes. Parce que les gens qui ne nous voient pas dans le podcast, je dénonce. J'accuse. J'accuse. Bah, tout le monde n'a pas le même niveau d'accusation. Moi, à chacun son zoo là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je me dis, à l'époque, tu t'es dit putain, pourquoi je suis différent? Et puis, on m'aime pas parce que je suis pas comme tout le monde et il faut absolument que je sois comme tout le monde. Et aujourd'hui,
ce qui fait non seulement ton talent, mais ce pourquoi les gens viennent et ce que tu peux exprimer, c'est on te demande d'être différent, plus extraverti, d'être dans ton imaginaire et tout. Et vraiment, je trouve que c'est hyper touchant. Et même si toi, tu l'avais pas imaginé comme ça et puis que c'est venu sans que tu t'en rendes compte, etc. Aujourd'hui, t'es tellement à ta place, quoi. Oui. Après, il y a d'autres problèmes qui arrivent dans l'équation, c'est que parfois les gens s'attachent aussi à un récit qu'ils font de toi et de faire justement de tes différences ton métier, c'est que parfois en fait si elles sont pas là pour une quelconque raison, parce que parfois t'as bien dormi, j'en sais rien, la pression, les gens sont déçus quoi. En fait, donc tu dois être tout le temps, enfin quand t'es sur un plateau du coup t'es toi mais de manière exacerbée, de manière beaucoup plus romancée quoi, et quand tu sors de plateau t'es juste un gamin qui parfois je vais aller chez McDo et puis je vais juste mater une série et les gens peuvent être déçus, enfin il y a quelque chose mais soit le sur-toi continue quoi, et ça aussi c'est très épuisant parce que t'as l'impression de plus être à la hauteur de toi, enfin il y a quelque chose de à la base tu te traînais, maintenant tu te pousses et en fait tu te pousses tellement loin que t'es fatigué, donc c'est toi qui traînes, enfin il y a quelque chose de... Tu sais, c'est Jean-Luc Lemoyne que j'avais reçu sur l'épisode qui disait mais c'est vraiment fatigant parce qu'on me demande d'être rigolo tout le temps. Et il me raconte d'un souvenir où il va déjeuner avec ses parents chez les voisins de ses parents. Bon voilà, tu vois, ils sont tous à la table et limite les voisins lui jettent des cacahuètes en disant allez, fais une blague. Et lui juste il est fatigué, il passe un bon moment. Il rentre et ses parents lui disent que les voisins ont dit il est pas si drôle que ça, Jean-Luc. Non, mais tu c'est vois, vraiment ridicule. Ça m'arrive aussi tout le temps. Ça m'arrive tout le temps, bien sûr. Et moi, même c'est arrivé une fois avec un début d'histoire que j'ai eu avec une fille. Ah ouais. Où elle était certainement nourrie par les chroniques que j'ai pu faire ou par les interventions que j'ai pu dire. Et puis évidemment, moi, je suis plutôt doux, plutôt romantique. J'aime bien inventer des choses, mais parfois il y a des mois où t'es fatigué, il y a des mois où t'as pas envie et t'aimes les choses simples, quoi. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit c'est fou comme tu peux paraître romantique sur tes chroniques et puis au final et t'es là je te demande pardon mais enfin je veux dire je suis un être humain comme tout le monde, j'ai beaucoup de taf pour le moment, tu m'autoriseras de pas avoir envie spécialement de faire l'amour et de juste vouloir mater une série quoi. Genre, comme n'importe qui. Et t'as l'impression que même dans ton intimité vraiment intime, tu dois être en spectacle, et ça c'est quelque chose qu'on peut reprocher. En même temps, on a tellement d'autres qualités dans ce métier qu'on fait. Non, faut apprendre à se protéger là-dessus. Mais t'as raison. Ouais, le spectacle s'arrête jamais vraiment, non seulement dans les activités sociales comme aller chez les voisins, mais en plus dans l'intimité sociale de ton couple, quoi. Quand tu fais l'amour, genre t'as l'impression que tu dois faire l'amour de manière romantique et poétique. Quand t'écris une lettre d'amour à ton amoureuse, du coup tu te relis 2 fois parce que tu te dis putain, si j'en écris une moins bien que celle que j'ai faite à la radio, elle va se dire ok, donc il aime vraiment. Il y a des débats, j'ai déjà eu des disputes sur ce qui m'apparaît des détails. On m'a déjà dit donc t'écris des chroniques de 2 pages et tu m'écris une lettre d'une, genre waouh. Excuse-moi. Waouh. Pardon. Mais alors ça, c'est des gens qui sont amoureuses d'un personnage et non d'un être humain. Ça leur appartient. Oui, bien sûr, mais je pense que personne peut totalement se protéger d'une cristallisation. Même moi qui fais ce métier, quand je croise un comédien, un humoriste, j'ai toujours une part de c'est Pierre Richard. Et tu regardes ses chaussettes, ouais, ses c'est ça. chaussures. Et Pierre Richard, je l'ai rencontré et c'est un être humain comme tout le monde. Il était vieux, il était fatigué, il a pas voulu faire de photos avec moi. J'étais quand même vexé, tu vois. Alors qu'en fait, je sais ce que c'est que de faire des photos et tout, mais j'étais quand même là, enfoiré. Donc c'est un métier particulier, quoi. Ah ouais, c'est fou. Oh là là, il était trop bien cet épisode. Ça va, je t'ai pas trop remué des souvenirs douloureux. Non, j'ai pas du tout, ça va. Ok, bon, ça va alors. Non, tout Parce que je me dis, j'ai peut-être été un peu trop indiscrète. Non, ça va, roule, tout va bien. Bon, alors on retient quoi de toute cette histoire? Qu'est-ce qu'on va retenir de ce podcast? T'as vu, je te fais bosser. Ouais, de ouf, la conclusion, quoi. Ouais. Je pense que c'est le sujet principal de tes podcasts, mais c'est que l'échec est une réussite en soi, puisque on en apprend beaucoup, et c'est ce qui font les parcours. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Puis chaque personne a ses échecs, de toute évidence. On peut pas faire une vie parfaite, et même une vie parfaite serait-ce une vie sans échecs? Non, je pense pas. Donc l'important justement, c'est qu'est-ce qu'on tire de nos défaites et comment est-ce qu'on les transforme en victoires, ou on les transforme pas? Comment est-ce qu'elles vont décorer les victoires? Comment est-ce qu'elles vont servir de podium aux victoires, quoi?
Comment est-ce qu'elles renforcent les victoires? Exactement. Comment est-ce qu'elles vont l'habiller, ouais. Fortes. Les défaites sont les stylistes des victoires. Voilà. Trop stylé. Voilà, c'est les Yves Saint Laurent. Bon, j'attends les 2 lettres, les 2 pages de lettres pour la leçon. Donc voilà, si je ne le reçois pas, je serai extrêmement déçue. Je comprendrais, moi aussi je serais très déçu de moi. Merci beaucoup Félix. Merci à toi. Redis-moi ta promo. On va faire ça au début et à la fin. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Rose et Massimo, qui est en librairie partout, en vente sur internet. Et numéro 1. Numéro 1 des ventes en théâtre, et elle a été numéro 3 des ventes tout court à la Fnac pendant plusieurs semaines. Donc je suis très content, on approche des 10 000 exemplaires, donc j'espère qu'on va y arriver. C'est énorme. J'espère, on verra. J'aimerais bien plus encore, mais... Et puis elle se joue à Paris. Elle se joue depuis le 17 septembre dernier. Alors attends, je reprends ma petite intro. Au théâtre de Petit Montparnasse, en plus trop cool. Et c'est le dimanche, c'est ça? C'est le dimanche et un lundi sur 2, un samedi sur 2. Voilà, comme ça tu te reposes une fois de temps en temps, tous les 15 jours. Oui. Ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps, oui. Je me rappelle en 2020. Ah, c'est vrai que j'ai pas pris de vacances depuis un bail, mais je vais en prendre un jour. Un jour. Un jour. Merci Félix. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.